Comptent en commun les pesticides dont on arrose les champs, l'essence que l'on met dans une voiture et les flatulences des bovins, responsables d'une partie non négligeable de l'effet de serre. Ils contribuent tous à la pollution? Bien sûr, mais ils ont une autre chose en commun, et c'est ce dont nous allons discuter dans cette capsule. C'est que ce sont des fluides. Les fluides sont omniprésents dans le monde qui nous entoure, et aussi dans notre corps, dans lequel ils accomplissent plusieurs fonctions. Mais avant d'en parler plus en détail, on peut se demander, qu'est-ce qu'un fluide? Donc, en fait, un fluide, c'est une substance qui, n'ayant pas de forme définie, s'écoule dans toutes les directions. Quand on le met dans un contenant, il prend la forme de ce contenant. On se rappelle des trois états de la matière, solide, liquide et gazeux. Eh bien, tous les liquides et les gaz sont des fluides. Est-ce que les solides peuvent être des fluides? Jamais, car les solides ont une forme définie. Donc, le premier critère qui définit un fluide n'est pas respecté. Il peut arriver que des solides, comme du sable ou de la farine par exemple, nous apparaissent comme des fluides. On croirait que leur forme est indéfinie et ils semblent aussi s'écouler dans toutes les directions. En plus, quand on les met dans un contenant, ils prennent la forme du contenant, du moins en apparence. Par contre, quand on regarde de plus près, on constate que, premièrement, leur forme est bien définie, et que, deuxièmement, ils forment des paquets quand on les verse. Donc, rien à voir avec l'eau, par exemple, qui, étant un fluide, va s'écouler dans toutes les directions. Certains fluides liquides sont très visqueux, par exemple le miel. D'autres vont l'être beaucoup moins, comme l'eau. La masse volumique varie donc beaucoup selon la nature du fluide. Les fluides sont omniprésents dans notre environnement, et bien comprendre leurs propriétés nous permet de les utiliser pour répondre à nos besoins. Ainsi, on les utilise entre autres dans les systèmes de refroidissement, donc en réfrigération par exemple. On les utilise aussi comme anesthésiants en médecine et dans les coussins gonflables dans les voitures. On classe les fluides en deux types, les fluides compressibles et les fluides incompressibles. Alors commençons par le fluide compressible. Donc c'est un fluide dont on peut diminuer le volume, autrement dit comprimer dans un espace plus petit, en exerçant une pression sur lui. Les gaz sont des fluides compressibles. On peut comprimer les gaz, mais pas les liquides. Pourquoi? Donc pour bien visualiser le phénomène, utilisons le modèle ou la théorie particulaire, dans laquelle on représente la matière sous forme de petites particules en forme de boule. Donc, on peut comprimer les gaz, car leurs particules sont suffisamment éloignées les unes des autres. En plus, elles sont très peu reliées par des forces d'attraction. Il reste donc de l'espace pour rapprocher les particules. En exerçant une pression, on rapproche les particules, et que se passe-t-il alors avec le volume? Eh bien, il diminue. La pression exercée par le gaz augmente alors, car les particules étant plus rapprochées, elles entrent plus souvent en collision entre elles et avec la paroi du contenant. Cette propriété des gaz, la compressibilité, fait en sorte que l'on peut en entreposer une grande quantité dans un espace très restreint. Par exemple, dans une bonbonne de plongée, on peut entreposer suffisamment d'air pour une plongée de quelques heures. Cet exemple nous montre l'importance des fluides pour notre corps. Sans air, évidemment, on ne survit pas plus de quelques minutes. Discutons maintenant du deuxième type de fluide, le fluide incompressible. Donc c'est un fluide dont il est impossible de diminuer le volume en exerçant une pression sur lui. Les liquides sont des fluides incompressibles. Dans un liquide, l'espace entre les particules est très petit, donc elles ne peuvent pratiquement pas s'approcher les unes des autres. Elles sont reliées par des forces d'attraction, mais celles-ci sont plutôt faibles. C'est ce qui fait que le liquide est un fluide, donc qu'il n'a pas de forme définie et qu'il s'écoule dans toutes les directions. Quand on écrase une boîte de jus, il y aura donc transmission du mouvement d'une particule à l'autre, un peu comme des dominos qui tombent
les uns sur les autres. Si on rapporte ça à notre corps, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Le sang est un liquide, donc un fluide incompressible. C'est pourquoi la pression exercée par le cœur lui permet de circuler dans tout le corps. Les particules qui composent le sang se repoussent alors les unes les autres à chaque contraction du cœur. Si c'était de l'air qu'on avait dans les vaisseaux sanguins, ça pourrait se compresser et il y aurait alors très peu de circulation. Donc, si on récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui, premièrement, on a vu la définition d'un fluide. Donc, les trois caractéristiques étant qu'un fluide n'a pas de forme définie, qu'il s'écoule dans toutes les directions et qu'il prend la forme du contenant dans lequel on le place. On a vu en deuxième lieu la différence entre les fluides compressibles et les fluides incompressibles, tous les gaz étant des fluides compressibles et tous les liquides étant des fluides incompressibles. Pour mieux visualiser cette différence, on a fait appel à la théorie particulière dans laquelle la matière est représentée par des petites boules. Au plaisir de se retrouver dans une prochaine capsule!